contrôler. Ça peut vouloir dire vérifier ou maîtriser. Et le contrôle de gestion, lui, il est vraiment du côté de la maîtrise, du pilotage, de l'action. Donc, pas juste de cocher des cases après coup. Là-dessus, tu as Oft2 qui pose 4 conditions pour qu'un système soit vraiment contrôlable. Tu peux les voir comme un petit check mental à faire à chaque fois que tu parles de pilotage. Première condition, il faut des objectifs clairs, pas ambigus. Si tu sais pas où tu vas, tu peux pas piloter. Deuxième condition, tu dois pouvoir mesurer le résultat et le comparer à l'objectif. Donc, des indicateurs, des chiffres, quelque chose de concret. Troisième condition, l'organisation doit avoir un modèle prédictif. En gros, elle sait relier ses actions à leurs effets. Tu fais ça et tu sais à peu près ce que ça va donner. Quatrième condition, le contrôleur doit avoir accès à des solutions correctives possibles et il doit pouvoir anticiper leurs effets. Sinon, même s'il voit l'écart, il ne pourra rien faire. Attention, si on te demande pourquoi un dispositif de contrôle ne marche pas, tu dois passer ces 4 conditions en revue dans ta tête. Dans les cas pratiques, en général, il va en manquer au moins une. Soit les objectifs sont flous, soit il n'y a pas d'indicateur, soit l'organisation n'a pas de modèle pour relier action et résultat, soit les gens n'ont aucun pouvoir d'action pour corriger. Ensuite, tu as Ensoft qui distingue 3 temps dans le contrôle qui suivent la logique de l'action. Avant l'action, tu as la finalisation. Quels objectifs, quelles ressources, qu'est-ce qu'on vise? Pendant l'action, tu as le pilotage. Est-ce que la trajectoire est bonne? Est-ce qu'on reste dans les clous? Et après l'action, tu as l'évaluation. Qu'est-ce qu'on a vraiment obtenu et comment ça se compare à ce qu'on avait prévu? Si tu colles ça à des types de contrôle, eh bien tu as le contrôle stratégique et le contrôle opérationnel. Le contrôle stratégique, lui, mesure les écarts entre les objectifs fixés par les dirigeants et les résultats réels et il aide à la décision stratégique grâce à la planification. Le contrôle opérationnel, lui, va réguler les processus répétitifs, genre la production ou les tâches administratives, en vérifiant que les règles de fonctionnement sont bien respectées. On le voit avec l'exemple de la boulangerie Mariotti, qui veut produire 240 pains par jour pour le nouveau point de vente à Annecy. Pour la finalisation, Yacine, le gérant, va fixer l'objectif de 240 pains. Il achète donc 60 kg de farine bio et il embauche un apprenti. Pour le pilotage, tous les matins, l'équipe regarde la quantité de pâtes levées à 7 heures et ajuste la cuisson en fonction de l'hygrométrie. Pour ce qui est de l'évaluation, à la fin du mois, Yacine compare la production réelle. On a 6850 pains à l'objectif de 7200 pains. Donc, il constate un écart de 350 pains et c'est cet écart qu'il doit analyser. Attention, ne mélange pas le contrôle stratégique et le contrôle de gestion. Le contrôle stratégique, c'est les grandes orientations long terme du dirigeant. Le contrôle de gestion, lui, va faire le lien au quotidien entre cette stratégie et ce que font les équipes opérationnelles sur le terrain. Avant d'aller plus loin, il y a 5 mots qui reviennent tout le temps dans le programme et qu'il faut vraiment que tu aies en tête parce qu'ils vont nourrir toute l'analyse que tu auras derrière. À commencer par la valeur. La valeur, déjà, c'est le prix qui sort de la rencontre entre un acheteur et un vendeur qui ont des motivations opposées. En clair, la valeur, c'est ce que le marché accepte de payer. L'utilité, c'est l'aptitude d'un bien à satisfaire un besoin ou à créer des conditions pour le satisfaire, donc ce que le bien apporte concrètement à l'acheteur. Le coût, c'est la somme des charges relatives à un élément défini dans un réseau comptable. Donc en gros, ce que l'entreprise elle sacrifie pour produire un truc. Le pilotage, c'est l'action de diriger une entreprise, de tenir une trajectoire. Donc tu peux le voir comme le geste de tenir la barre. Et la performance, selon Bourguignon, c'est la réalisation des objectifs opérationnels.
Donc en gros, avoir atteint ce qu'on s'était fixé. Garde bien tout ça en tête. Valeur, utilité, coût, pilotage et performance. Et en examen, si on te demande c'est quoi la performance, tu vas balancer la phrase de Bourguignon qui dit la réalisation des objectifs opérationnels. Ça va directement poser le cadre et montrer que tu as des connaissances théoriques. Maintenant sur ce qui est du contrôle de gestion en lui-même. Comment on le définit et où est-ce qu'il se place? Eh bien, la gestion de base, c'est l'art de prendre des décisions pour atteindre un objectif en utilisant au mieux des ressources disponibles. Tabatoni et Jarniou résument ça avec une formule simple. Gérer, c'est finaliser, organiser, animer. Et le contrôle de gestion, en anglais le management control, il se met entre la stratégie et l'action quotidienne. Il ne contrôle pas la gestion au sens large, il contrôle le processus de management. Dans la vision traditionnelle assez étroite, on dirait que le contrôle de gestion, c'est le processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources rares sont utilisées de manière efficace et efficiente pour atteindre les objectifs fixés. Cette définition, elle coupe le monde en deux. D'un côté, les dirigeants qui fixent les normes et de l'autre, les exécutants qui exécutent. Et là, le contrôle de gestion, il joue un petit peu l'agent de police. En fait, il va rappeler la trajectoire qui est prévue. C'est ce qu'on appelle le modèle cybernétique. Sauf que, avec la complexité et l'incertitude qui explosent, le champ du contrôle de gestion, il s'est énormément élargi. C'est-à-dire que maintenant, il porte sur toutes les fonctions et tous les processus. Il prend aussi une dimension externe avec les réseaux, les partenaires. Il se rapproche de la stratégie, il aide à piloter l'innovation, il considère le salarié comme un acteur responsable, donc pas juste comme un exécutant. Il bosse avec des données physiques et qualitatives, donc pas seulement des chiffres financiers, et il s'intéresse à la valeur, pas seulement à la productivité. Du coup, tu as plusieurs définitions modernes qu'il faut que tu connaisses parce qu'elles se complètent ensemble. D'abord, pour Bouquin, le contrôle de gestion, c'est l'ensemble des processus et systèmes qui apportent l'assurance que les choix stratégiques et les actions courantes ont été, sont et seront cohérentes grâce au contrôle d'exécution. Anthony, lui, il dit que c'est le processus par lequel les dirigeants influencent les membres de l'organisation pour mettre en œuvre les stratégies de manière efficace et efficiente. Burolo, lui, il voit le contrôle de gestion comme un système de régulation des comportements qui est applicable dans les organisations qui exercent une activité économique. C'est un système finalisé, technique, et c'est aussi un langage qui exerce un pouvoir. Lowy, lui, il parle d'un système qui saisit et traite l'info avec de la responsabilité et du feedback pour assurer la cohérence entre les objectifs d'ensemble et le comportement du personnel. Si on résume tous les angles, en gros, Bouquin, il insiste sur la cohérence dans le temps, passé, présent, futur. Anthony met l'accent sur l'influence des dirigeants pour mettre en œuvre la stratégie. Burlo, il parle de régulation des comportements et de pouvoir. Lowy, il relie l'information, le feedback et l'identification des incohérences entre objectifs et comportements. Alors après, il faut bien voir les frontières avec les trucs voisins, genre le management, l'audit et aussi les autres formes de contrôle. Le management, d'après Anthony, c'est la démarche qui vise à atteindre des objectifs par l'intermédiaire d'autres personnes. Le manager, c'est celui qui donne la direction, c'est le pilote. La gestion fait plus technique, alors que le management, il a une dimension humaine, ce que la gestion n'a pas. Donc pour l'audit, l'idée c'est qu'il va vérifier, surveiller, contrôler, mais aussi conseiller. L'ordre des experts comptables, il définit l'audit interne comme l'ensemble des sécurités qui contribuent à la maîtrise de l'entreprise. Et là, tu as 4 objectifs: sauvegarder le patrimoine, garantir la qualité des informations, faire respecter les politiques et améliorer les performances. Tu peux distinguer 3 types de missions. L'audit financier, c'est la révision comptable. La plus connue, c'est celle qui certifie l'image fidèle des comptes. L'audit opérationnel, lui, couvre toutes les dimensions, informatique, fiscale, sociale, culture, etc. Donc son but, c'est d'améliorer la gestion. Et le contrôle de gestion, lui, c'est pas une mission ponctuelle, c'est une mission
permanente qui va veiller en continu pour réagir immédiatement quand il y a des écarts. Le critère qui sépare vraiment l'audit opérationnel et le contrôle de gestion, c'est la temporalité. L'audit, c'est ponctuel. On vient, on regarde, on part. Le contrôle de gestion, c'est permanent. Le contrôleur vit dans l'entreprise au quotidien. Et à côté de ça, tu as d'autres formes de contrôle. Le contrôle par la hiérarchie déjà, c'est quand le rôle des acteurs est réduit au minimum, ils exécutent. Et le contrôle de gestion vient un petit peu compenser ce manque d'autonomie en responsabilisant les gens. Le contrôle par le règlement, c'est le contrôle bureaucratique. Là, la procédure, elle prime sur l'action et c'est peu flexible. Le contrôle par le marché, c'est quand l'organisation est découpée en divisions autonomes et les divisions non rentables sont cédées. Le contrôle par la culture, c'est la socialisation du personnel où on partage des valeurs communes qui orientent les comportements. Et tu as aussi le contrôle clanique avec Uchi et la théorie Z. Là, le contrôle, il est exercé par un corps professionnel, un clan en interne. Sur les missions du contrôle de gestion, à la base, il repose sur 3 principes théoriques qui, en vrai, sont en fait rarement réunis. Mais au moins, ça sert de repère. D'abord, une stabilité dans le temps. Ensuite, une information parfaite des dirigeants. Et enfin, une recherche de minimisation des coûts. Historiquement, hier, le contrôle de gestion servait surtout à surveiller la production et à veiller à la rentabilité des capitaux investis. L'analyse, elle restait statique, financière et rétrospective. L'organisation, elle était découpée en centres de responsabilité qui étaient bien cloisonnés, où les acteurs avaient peu d'initiative. Aujourd'hui, son rôle s'est énormément élargi. Il doit mettre en œuvre la décentralisation en s'assurant que les opérations courantes restent cohérentes avec la stratégie. Il doit fournir de l'information pour décider, communiquer et mesurer les performances. Il doit piloter la performance avec une variété d'indicateurs, monétaires, physiques, qualitatifs, et appuyer le benchmarking. Et il doit développer l'intelligence organisationnelle, favoriser l'innovation, la création, l'apprentissage et accompagner la conduite du changement. Donc, tu peux voir le contrôle de gestion comme un dispositif humain. Il repose sur 3 grands principes cadres: stabilité, information parfaite, minimisation des coûts. Il a 4 missions modernes: décentralisation, information, performance, intelligence organisationnelle. Et sa nature relève des sciences humaines, pas seulement de la comptabilité. Petite astuce. Le mot-clé qui résume l'élargissement du contrôle de gestion, c'est régulation des comportements. Donc, si tu arrives à placer ce terme-là dans ta copie, tu vas te mettre directement dans la vision moderne, celle de Burlow, et donc pas dans l'ancienne vision qui était purement cybernétique, celle du XXe siècle. Alors après, qui utilise le contrôle de gestion? Et il se place où dans l'organisation? Dans une TPE, c'est simple. Le dirigeant gère tout avec un management de type chef d'orchestre. Il fait la stratégie, l'opérationnel, le contrôle, tout. Dans une PME, tu commences à avoir un embryon de vrais services de contrôle de gestion qui commence à se structurer. Dans les grandes entreprises, le contrôleur de gestion participe carrément à la planification stratégique et aux prises de décision. Dans les réseaux et les startups, avec Internet, on a dû inventer de nouveaux indicateurs, genre le nombre de pages vues, le nombre de clics, le nombre de visiteurs. Et dans les entreprises de services, la variable essentielle, c'est le temps. On parle de yield management, de méthode UVA, de couple coût-service. En fait, tout ça, ça dépend aussi des facteurs de contingence. Burns et Stalker ont montré que plus l'environnement est stable, plus l'entreprise tend vers une structure formalisée, et inversement d'ailleurs. Et les principaux facteurs de contingence qui structurent l'organisation et donc le contrôle de gestion, c'est la technologie, l'environnement, la taille, l'âge et le type de pouvoir. Woodward, par exemple, montre que le choix de structure dépend de la technologie de production utilisée, genre
production de grande masse, production limitée, etc. Lawrence et Lorch, ainsi que Mintzberg, eux, ils vont établir un lien entre l'environnement, la taille, l'âge, le type de pouvoir et, évidemment avec Mintzberg, le choix d'une structure. En réaction à l'école classique avec son The One Best Way, qui dit en gros qu'il existe un meilleur modèle unique, l'école de la contingence montre qu'aucun modèle de gestion n'est valable en toutes circonstances. Donc on cherche plutôt, dans cette école, une solution satisfaisante pour chaque situation. Et du coup, la place du contrôleur de gestion dans l'organigramme, elle va aussi bouger. Par exemple, quand il est rattaché au directeur financier, il a une position fonctionnelle avec un domaine qui est assez restreint, des calculs de rentabilité, une analyse des consommations, ce genre de trucs. Et du coup, selon où tu te places dans l'organigramme, eh bien, le contrôleur de gestion va pas du tout jouer le même rôle. Quand il est cette fois-ci rattaché au directeur général, là, il va changer dans une position d'état-major. Donc, en gros, il est dans ce cas-là collé à la stratégie et il va faire le lien entre les chiffres et les décisions stratégiques. Et il va mesurer la performance de tous les services et donc pas juste le côté finance. Quand il est autonome, avec les mêmes pouvoirs que les autres directeurs, alors là, son rôle, il se voit à fond. Il est au même niveau que les autres, donc son influence est hyper visible. En gros, il pèse lourd dans les décisions. Attention, un contrôleur de gestion qui est rattaché au directeur financier, c'est pas du tout la même chose qu'un contrôleur rattaché au directeur général, c'est ce qu'on vient de voir. Quand il dépend du directeur financier, son périmètre est plus étroit et il reste surtout dans le financier, alors que quand il dépend du directeur général, eh bien là, il devient un partenaire stratégique. Maintenant, voyons le métier en lui-même. La PEC, elle le définit comme la personne qui fournit à sa direction le résultat de ses analyses économiques et financières. Et ces analyses, elles servent au pilotage opérationnel et stratégique. Donc il est autant dans le quotidien que dans le long terme. Et en plus, il accompagne les responsables opérationnels dans la gestion et dans la décision. Il n'est pas juste derrière un Excel, il est avec les opérationnels pour les aider à décider. Si tu regardes les grandes missions, tu en as 7 principales. Première mission, tout ce qui est procédure et outils. Concrètement, il conçoit les tableaux de bord et il met en place les outils de reporting pour la direction générale. En gros, c'est lui qui fabrique les outils qui permettent de piloter l'entreprise. Deuxième mission, les prévisions. Là, il bosse sur le plan à moyen terme, il fait des études économiques et il prépare des projections sur 3 à 5 ans. Donc, il se projette vraiment dans le futur, pas juste le mois prochain. Troisième mission, l'analyse et le reporting. Il collecte l'information, il analyse les écarts mensuels entre le réel et le prévu et il rédige des synthèses. Donc, il ne fait pas que montrer des chiffres bruts, il explique ce qui se passe. Quatrième mission, le processus budgétaire. Il définit les processus budgétaires, il collecte les données des centres de profit et il synthétise. Donc c'est lui qui coordonne tout le délire du budget entre les différents services. Cinquième mission, les clôtures comptables. Il fait les rapprochements, les inventaires et les retraitements pour que ça colle à la réalité économique. Donc l'idée, c'est que les comptes ne soient pas juste bons comptablement, mais qu'ils reflètent vraiment ce qui se passe dans l'entreprise. Sixième mission, la performance. Il anticipe les dérives, il mène les actions correctrices et il vérifie leur efficacité. Donc, il ne se contente pas de constater les problèmes, il va proposer des actions et il va regarder si ça marche. Et septième mission, le système d'information. Il participe à la mise en place de modules de gestion intégrés, il paramètre les outils et il anime les réunions de projet. Donc il est aussi dans les projets SI, surtout tout ce qui touche au pilotage et aux chiffres. Après, selon la structure, son poste peut encore bouger. Des fois, il va aussi gérer la consolidation des données budgétaires. Il peut faire du crédit management, donc le suivi des créances clients et du paiement des factures fournisseurs.
il peut analyser les stocks lors des clôtures mensuelles et parfois, il va même renégocier les contrats récurrents avec les fournisseurs. Donc, le poste, il est énormément variable selon l'entreprise. Tu le vois bien avec l'exemple de Léa Soriano. Au début, elle est contrôleuse de gestion chez Verdalia, une PME de 45 salariés qui fabrique des cosmétiques solides à Quimper. Là, elle fait quasiment tout. Elle conçoit elle-même les tableaux de bord, elle collecte les données auprès des chefs d'atelier et elle passe une journée par mois sur la facturation client. Son périmètre, il est hyper large, elle touche à plein de trucs différents. 6 mois plus tard, elle rejoint Galen Industries, un groupe de 4200 salariés à Lyon. Et là, son job, il change complètement. Elle n'a plus qu'une mission. Elle consolide les tableaux de bord qui remontent des filiales et elle prépare la synthèse pour la direction générale et les actionnaires. Donc, son périmètre s'est rétréci, elle fait moins de choses différentes, mais sa profondeur d'analyse a explosé. Elle va beaucoup plus loin dans l'analyse sur un seul périmètre précis. Sur les qualités attendues, il y a un portrait qui est assez clair avec Manpower. Le contrôleur de gestion, il est structuré et organisé. Il a un esprit synthétique, donc il sait aller à l'essentiel dans les informations. Il est curieux, il pose des questions, il croise les sources, il ne prend pas un chiffre pour argent comptant. Il a un bon relationnel parce qu'il doit dialoguer avec les opérationnels et il a des aptitudes managériales parce qu'il pilote des projets transverses. Il fait bosser l'ensemble des gens de services différents. Si on te demande quelle qualité on attend d'un contrôleur de gestion, tu dois donc répondre structurer, synthétiser, dialoguer et anticiper. Ces 4 verbes y couvrent tout le référentiel Manpower et APEC. Donc, si tu sais balancer ça dans ta copie, tu es assuré de marquer des points.